Alors bonjour à tous, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir permis de vous parler de ma spécialité, la rééducation neurologique. Alors pas un grand merci pour le titre que je n'ai pas choisi et que quand je me suis attaquée à la question, elle m'a paru assez vaste. Donc encore une présentation un peu décalée par rapport à la réanimation, mais probablement pertinente dans la problématique, notamment des arrêts cardiaques. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt pour vous parler du handicap. D'abord, première question, alors c'est du vocabulaire, mais qu'est-ce que c'est le handicap ? Eh bien, c'est probablement pas ce que vous pensez, sans vouloir vous faire de procès d'intention, mes chers collègues. Il y a eu en 2001 une classification internationale où on parle certes de la déficience, mais ça c'est ce que nous médecins on apprend à la fac, la déficience, hémiplégie, paraplégie, aphasie, ça c'est facile. Mais aussi la limitation d'activité et les restrictions de participation. Et ça a été surtout sous l'initiative des associations de patients, notamment l'APF en France, mais c'était surtout un travail américain, évidemment, qui a été mené jusqu'à la loi du 11 février 2005, que vous connaissez probablement pas par cœur, moi non plus, mais pourtant on la cite beaucoup. Et le mot important dans cette loi, c'est la citoyenneté des personnes handicapées. On n'est pas dans le sanitaire, on n'est pas dans le patient, on est juste dans un citoyen, dans une personne qui a le droit d'avoir ces actes citoyens. Alors, le corps, la déficience, encore une fois, on l'a tous vu à la fac de médecine, c'est compliqué la médecine, mais le concept de vocabulaire est assez simple. Après, pour illustrer ce que c'est que l'activité et la participation, l'exemple le plus simple, c'est le paraplégique devant les marches d'accès au bureau de vote. Voilà, c'est ça. Donc il est paraplégique. Alors le paraplégique, c'est bien, il sera toujours coté en rankine 4. Il ne marchera jamais. Alors qu'en fait, en termes d'autonomie, de déplacement, de travail, il peut être parfaitement autonome, mais c'est pour ça que l'échelle de rankine, je ne l'aime pas, parce que si on ne marche pas, on est rankine 4, quelle que soit votre vie derrière. Et donc, il est paraplégique, donc il ne peut pas monter les escaliers. Donc, si la société ne s'arrange pas, il ne peut pas voter, ce qui est insupportable, en fait. Donc, bien comprendre que la notion du handicap, c'est ça. C'est être dans la vraie vie, être citoyen, être une personne comme vous et moi, et donc avoir le droit de pratiquer ces rôles de citoyen. Alors, deuxième problème du handicap, non seulement le concept est compliqué et pas du tout enseigné. Alors, l'éthique n'est pas beaucoup enseignée, le concept du handicap pas plus. C'est les échelles. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure pendant la présentation de Charles-Édouard, non seulement il y a plein d'échelles, mais en plus de manière un peu sadique, elles ne sont pas dans le même ordre. D'accord ? Vous pouvez être un mort ou un en pleine forme. En CPC 1, vous êtes super bien, mais en rankine 1, vous êtes bien. Alors, je me mélange un peu. En gosse 1, vous êtes mort en France, mais très bien en Amérique ou le contraire. Enfin, bon, donc déjà, vérifiez vos échelles. Donc déjà, c'est des échelles extrêmement grossières, mais surtout... En général, on n'utilise pas tous les niveaux. Parce que pour faire des stats, vous ne pouvez pas. Ça, j'ai fini par comprendre. C'est très bien de créer des grandes échelles, mais en fait, vous ne pouvez pas faire des stats avec. Donc, à la fin, même dans l'étude de Charles-Édouard, qui a utilisé la Glasgow-Com Extended, donc c'est formidable, sauf qu'en fait, il l'a séparé en deux. Parce que sinon, il ne peut pas faire de stats. Donc, même si c'est un peu plus fin, ça reste, je suis vraiment quasi mort, quoi, pas conscient. Ou alors, je suis conscient. Comment ? Je ne sais pas, mais je suis conscient. Et ça, c'est du vécu. Je me souviens quand j'ai commencé à intervenir en réanimation, d'une remarque de quelqu'un qui me disait « Ah ben non, mais lui, je me souviens, il était conscient, on l'avait mis bien. Hein. » Après, c'est vrai qu'il ne reconnaissait pas sa femme. Alors, probablement qu'il avait des troubles cognitifs assez sévères, parce que même pas reconnaître son épouse, c'est assez grave. Donc, on préfère utiliser la Glasgow Outcome Extended qui a 8 niveaux. Les niveaux très graves, c'est les mêmes, il n'y en a pas plus. Soit on est mort, c'est pareil, soit on est végétatif et post-relationnel, et là encore, ils sont ensemble. Probablement aussi parce que, en fait, si vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un dit en état végétatif, dans un certain nombre de cas, vous finissez par avoir un petit niveau de conscience. Pas toujours, mais ça dépend aussi de votre expertise. C'est pas si simple de parler d'état végétatif. Après, si vous êtes très grave, locked-in, tétraplégique, ça se voit assez bien. Et puis après, il y a tout le reste. Et tout le reste, ça va jusqu'à 8. C'est vraiment les niveaux de tout le reste qui ont été explosés dans l'extension de la Glasgow Outcome Scale. Et finalement, pour être à 8, c'est retour intègre à l'état antérieur. Je fais comme avant et je n'ai pas de plainte. C'est rare. Quand vous passez un peu de temps en réanimation, quand vous passez un peu de temps à l'hôpital, c'est rare. Mais ça arrive. Et 7, finalement, vous avez des plaintes, mais vous fonctionnez comme avant. C'est une échelle de fonctionnement.
Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne échelle, parce que c'est pas une échelle de déficience, c'est une échelle de est-ce que je fais comme avant, est-ce que je travaille autant qu'avant, est-ce que ça me plaît autant qu'avant, si je suis retraitée, est-ce que je continue d'avoir les activités que j'avais avant la survenue. L'autre chose que j'apprécie beaucoup dans cette échelle, c'est que c'est un entretien semi-structuré. Parce que moi, pendant des années, la gosseuse, je la faisais... allez, je vous discute 3 minutes, je suis quand même, c'est ma spécialité, le handicap neurologique, je le sens. Je vous cote, je vous mets 5, 6, 7. Bon. Et puis après, il a fallu que je fasse des études, on m'a dit qu'il fallait être un peu rigoureux. Donc je me suis procuré cet entretien semi-structuré. Et là, tout d'un coup, ah oui, mais en fait, il travaille, mais il est à 60%. Ou alors, il a jamais eu sa promotion, alors qu'en fait, tous ses copains l'ont eu. Eh ben, en fait, vous êtes à 6. Parce que vous travaillez pas comme avant. Ou alors, oui, mais il prépare plus jamais à manger. Il va plus jamais faire les courses. Pourquoi? Parce qu'il est trop fatigué. Il a réussi à retravailler comme avant. Mais du coup, quand il rentre à la maison, il va dormir. Donc, du coup, vous êtes à 6. Et c'est là où l'entretien structuré nous apporte beaucoup parce que il nous force à poser des questions en précisant bien ce que vous faisiez avant et ce que vous faites maintenant, sans préjuger de la cause. C'est facile d'imaginer qu'un hémiplégique ne va pas couper sa viande. C'est plus compliqué d'imaginer quelqu'un qui se plaint d'une fatigabilité importante, ne va pas faire des activités qu'il faisait avant. Alors, le titre de l'intervention, c'est « Quelle vie pour quel handicap ?» ou « Quel handicap pour quelle vie ?» je ne sais pas. Alors, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de 3 patients. J'ai commencé à m'intéresser à l'arrêt cardiaque en 2009, donc c'est 3 patients que j'ai vus en 2009 en Réa, qui ont vraiment 3 évolutions qui m'ont semblé intéressantes. Michel. Alors Michel, il a totalement changé mon opinion des chirurgiens, ce qui était un truc un peu difficile à faire. Lui, il fait l'arrêt cardiaque en sortant du bloc. C'est un coronarien qui se découvre coronarien ce jour-là. L'avantage, c'est que l'anesthésiste n'est pas loin, donc le no-flow est bref. Par contre, c'est quand même un vrai arrêt cardiaque. Le low-flow dure 20 minutes, puis il est choqué. Il passe 5 jours en réanimation. Je vous ai mis la durée de réanimation, parce que dans notre étude de ses premiers patients inclus, c'était finalement le seul marqueur un peu pronostic. C'était pas tellement le no-flow, mais plutôt la durée d'hospitalisation en réanimation. On le revoit à 6 mois, le bilan neuropsychologique est quasiment normal. Il dit, bon, j'ai repris le boulot, mais en fait, au bout de 40-45 minutes, je suis plus concentrée. Alors moi, personnellement, au bout de 40-45 minutes, je suis plus très concentrée. Mais je suis pas chirurgien. Et manifestement, quand on est chirurgien, il faut avoir des capacités de concentration un peu différentes des autres, peut-être comme pilote d'avion ou conducteur de TGV, je ne sais pas. Et donc, il m'explique qu'en fait, il n'est pas juste chirurgien, il était chef de service de chirurgie, et que là, en fait, les appendicectomies, ça le saoule. Donc, il envisage d'arrêter de travailler. Après, il me dit, il y a un autre truc, parce que je lui dis, mais votre bilan neuropsycho, il est normal, hein, enfin. Alors, c'est un haut niveau, c'est un chirurgien qui a un haut niveau cognitif. Et il dit oui, mais alors vous voyez, en fait en dehors quand j'étais pas à l'hôpital, je prenais des cours de philo et puis j'avais commencé à écrire l'histoire de l'Antiquité en vers. Donc encore une fois, un chirurgien peut-être pas exactement comme je m'imaginais tous les chirurgiens viscéraux. Et ben il n'arrive plus. Donc il dit non, c'est pas comme avant quoi. Donc là, ça fait 5 ans, c'est à peu près stable. Sauf qu'il a arrêté de travailler plus tôt que prévu. Avant 60 ans, il a arrêté de travailler. Il avait le droit, mais c'était quand même manifestement pas son choix. Sa femme l'a quitté. Je ne peux pas vous dire que le lien est direct, mais en tout cas, il vit seul, donc en termes d'autonomie, il n'y a pas de problème. Et finalement, il s'est installé près de la mer et il fait du bateau. Donc, il est parfaitement autonome, mais sa vie n'est quand même pas celle qu'il était prévu qu'elle soit. Est-ce que c'est uniquement... Enfin, oui, c'est après l'arrêt cardiaque, c'est lié à l'arrêt cardiaque. Est-ce que c'est lié aux lésions neurologiques, à des éléments psychologiques, à la fatigabilité, à des éléments cardiaques? C'est difficile à dire. Mais là, on n'est pas dans de la médecine, on est dans du handicap. Et donc ce monsieur, il est entre, là il a plus de 60 ans, il est entre un Glasgow Outcomes comme Scale entre 6 et 7, il a quand même dû arrêter de travailler alors que ce n'était pas prévu, mais il est quand même parfaitement autonome. Il écrit plus des vers, alors qu'il aimait bien ça. Josiane, c'est une jeune femme, elle a 46 ans je crois, quand elle ressent une douleur constrictive à gauche, là, comme dans les livres, donc elle appelle les pompiers, elle ouvre la porte et là, boum, arrêt cardiaque. Donc c'est un arrêt cardiaque extra-hospitalier, encore une fois un no-flow bref, merci les pompiers, un low-flow plus court que le monsieur d'avant. C'est une fibrillation ventriculaire qui révèle une coronaropathie, elle refait quand même un petit choc avec le SAMU, mais le SAMU est déjà là. 5 jours en réanimation, pareil, un séjour très bref. Elle n'avait pas d'antécédents. À 6 mois, il manque le 6, elle a des troubles cognitifs, donc elle est plus sévère au plan neurologique que le premier patient. Le premier patient avait une IRM normale, elle avait eu un défibrillateur très tôt, donc elle n'a pas pu avoir d'IRM. Il y a des troubles cognitifs, elle est ralentie, elle a du mal à se concentrer, elle est désorganisée, mais elle vit seule, enfin au début, à ce moment-là, elle avait encore sa fille ado à la maison. Elle se déplace en transport en commun, ça va.
Mais elle se plaint beaucoup de fatigue et de ses difficultés de concentration. Et finalement, malheureusement, l'évolution a montré une dégradation de son état. Elle fait quasiment plus rien. Alors on a fini par faire intervenir, pour la petite histoire, un service qui intervient à domicile d'accompagnement médico-social. Et dans les derniers rapports qui m'ont dit, on l'a aidé à vider son frigo. Il y avait des trucs périmés depuis 2011. Donc c'est après l'arrêt cardiaque, mais c'est il y a très très longtemps. Je pense que même si on a tous des trucs périmés dans notre frigo, ils ont quand même, enfin je sais pas pour vous, mais pas 4 ans. Elle fait rien. Elle a jamais pu retrouver de travail. Son bilan neuropsychologique, il est stable. Elle n'a pas des troubles dramatiques, mais elle n'arrive pas à fonctionner avec ces troubles. Elle a eu des complications médicales des complications. Elle a fait une dépression assez sévère. Elle a fait une hypothyroïdie assez sévère, tellement sévère qu'en fait c'est le psychiatre qui a fini par dire que c'était pas de la psychiatrie. Mais à ce moment-là, elle avait déjà une TSH à 100. Là, elle prend pas ses médicaments. Elle fume. Donc je pense qu'elle va refaire un truc coronarien. Elle est quand même très handicapée au quotidien, même si elle marche, elle parle. Et pourtant, sur la phase aiguë, elle n'aurait pas dû, en quelque sorte. Donc, des cas un petit peu compliqués, avec finalement des problèmes maintenant sociaux qui se rajoutent, parce qu'évidemment, elle n'a pas un rond et qu'elle ne fait rien, en fait, de ses journées. Paul, il a 20 ans quand il fait un arrêt cardiaque. Et lui, c'est un de ses patients qui a été un peu, c'est pas officiel, mais de ce que j'ai compris, de ce que m'avait dit Charles Edouard qui s'en était occupé, un peu sauvé par l'IRM. Une réanimation extrêmement lourde. Un état extrêmement sévère. 32 jours de réanimation, on est complètement dans une autre catégorie. Premier signe d'éveil à plus de 6 semaines. Donc un offload de 10 minutes. Un deuxième arrêt cardiaque, je ne sais plus si c'était en réa ou en salle de choro, avec une dissociation électromécanique de 10 minutes. Un choc hémorragique ou septique, je ne sais plus. Enfin, des trucs de réanimation vraiment lourds. Tu peux pas comprendre. Non, c'est ça. Et je veux même pas vraiment en plus. Donc, du coup, la réanimation, une fois qu'il est plus ventilé, évidemment, on veut s'en débarrasser. Vous savez comme c'est simple. Donc, il part, comme souvent nos amis parisiens, cérébralisé à Hendaye. Et puis finalement, comme il se réveille à Hendaye, il se met à criser beaucoup. Donc Hendaye nous le renvoie. On va le garder en tout 1 an entre le service de Hendaye et notre service de rééducation en hospitalisation complète. Il faisait plusieurs crises par jour, des crises myocloniques, des crises partielles, déclenchées par l'angoisse. Il tenait pas debout pour un syndrome cérébelleux qui était modéré, mais comme en plus il crisait et qu'il était extrêmement déficitaire au plan cognitif, il a été en fauteuil très longtemps. Pour vous donner une idée de sa lenteur au moment où il est sorti de l'hôpital pour passer en hôpital de jour, donc à peu près 1 an de l'arrêt cardiaque, en cuisine d'ergothérapie, on lui demande de faire une salade de tomates. Pour couper 2 tomates, il a mis 1h15. Donc quand je vous dis lent, c'est vraiment lent. C'est-à-dire que c'est le type de handicap que vous repérerez sans problème, vous, en réanimation. C'est pas du tout du handicap invisible. Il est extrêmement lent. Après 1 an d'hôpital de jour, et puis il progresse, il récupère une petite autonomie à l'intérieur de son domicile, mais c'est toujours sa mère qui gère ses médicaments. Il a encore 4 antiépileptiques, plus l'anticoagulant. Il va aller dans un centre d'accueil de jour pour jeunes cérébralisés, et puis finalement, on essaye de l'orienter vers des structures liées aux adultes handicapés. Il n'en veut pas, il fait un BTS en électrotechnique sans passer les TP, parce qu'il a gardé un petit syndrome cérébelleux sur les mains, mais comme les gens apparemment du BTS avaient un très petit niveau en culture générale, il a son BTS avec ses notes de français et de maths, mais il n'a jamais fait d'électrotechnique. Donc un BTS qui n'a aucune valeur. Il refuse toujours, on est en mars, on sera à 6 ans, il refuse toujours, à 7 ans en mars, de parler de travail d'handicapés, des AT, de milieux protégés, etc. Le bilan neuropsychologique, il reste très pathologique, mais il a toujours progressé. C'est-à-dire que ça fait 5 qu'on lui en fait. Là, il en veut plus, il en a marre. Hein. C'est très très pénible, les bilans neuropsycho, mais il en a fait 3 ou 4. On a toujours vu une évolution. Et là, en discutant avec lui, on voit bien qu'il évolue. Par contre, sur l'entretien semi-structuré de la GOSE, il est en fait entre 4 et 5, parce qu'il ne peut pas vivre seul. Il a des médicaments vitaux qu'il ne peut pas gérer, qu'il oublie. Il n'arrive pas à se préparer à manger parce qu'il est tellement lent et désorganisé que ça ne marche pas. Pourtant, vous le croisez. En fait, vous le croisez dans la rue, il a maintenant 25 ans. Il a l'air un peu défoncé, quoi. Il est lent. Mais il vous parle, il bouge. Il fait pas. Il a l'air. Si vous discutez avec lui un peu longtemps, vous vous rendez compte qu'il est vraiment très lent. Mais sinon, on est à la limite du handicap invisible. Là, on lui a fait passer une échelle de qualité de vie qui est altérée quasiment dans tous les plans et on a fait passer, maintenant on essaye d'évaluer la charge à l'aidant, son aidant principal étant sa mère, qui est très élevée, parce qu'elle s'inquiète, elle voit bien tout ce qu'elle fait pour lui. Il n'est jamais resté seul plus de quelques heures, il faut qu'elle l'appelle pour lui rappeler de manger, etc. Donc c'est quand même une histoire, à la fois un handicap sévère, mais en même temps, ce gamin qui a fait donc une réanimation extrêmement lourde, d'un état très sévère, je veux dire, il peut discuter avec vous, il peut vous parler un petit peu de l'actualité, il marche, il n'est pas incontinent, il n'est pas dément.
D'accord? Donc c'est toute cette notion de handicap qui est un petit peu particulière. Alors, donc ça c'était pour vous raconter un petit peu ce que c'était que ces patients handicapés. Après, qu'est-ce qu'on sait sur les séquelles neurologiques, le handicap d'origine neurologique, disons, après un arrêt cardiaque? On sait qu'il y en a, alors c'est ce que disait Charles-Édouard au tout début, ceux qui vont très 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 mal, on le sait. Ceux qui vont vraiment très bien, c'est-à-dire qu'on les réchauffe et hop, ça y est, c'est bon, je m'en vais, je reste 3 jours en réa, à 5 jours j'ai mon défibrillateur et à 10 jours je rebosse, ils existent aussi, c'est vrai. Et puis il y a tous ceux du milieu qui peuvent avoir d'autres pathologies, qui peuvent rester cardiaques un petit peu, ce qui favorise un degré de fatigabilité ou de handicap finalement d'origine cardiaque, et puis qui peuvent avoir des troubles cognitifs. Et l'expression nickel au plan cognitif, je vous assure qu'on continue de me la sortir extrêmement régulièrement, que ce soit en réa, en cardio, en neurochir, en médecine interne, en neurologie, tout ce que vous voulez. Ils sont tous nickel au plan cognitif, sauf qu'on leur a parlé 5 minutes, quoi. C'est un petit peu comme les évaluations de handicap à long terme des études qui se font au téléphone en 5 minutes. Ça va? C'est bon? Bon, allez, bonne journée. Donc, quels sont les troubles cognitifs? On pensait jusqu'à il y a une dizaine d'années que c'était essentiellement des troubles de mémoire. On parlait du tableau typique amnésique chez ces patients. En fait, maintenant qu'on évalue mieux les fonctions exécutives, on pense qu'ils sont plutôt dits exécutifs. Les fonctions exécutives, c'est toutes les fonctions qui vous permettent d'organiser votre comportement vers un but. C'est-à-dire que vous avez un but, que ce soit celui de manger parce que vous avez faim ou d'aller prendre le métro à la station de Porte de Versailles. Votre but, il est généré. Et vous allez organiser un comportement moteur, cognitif, tout ce que vous voulez, pour arriver à ce but. Et pendant tout le temps de ce comportement, vous allez vérifier que vous avez raison. Si par exemple vous aviez décidé de, j'en sais rien moi, l'exemple typique c'est voilà, vous avez très faim là, mais vraiment super faim. A priori, je suis en train de parler, vous voyez qu'il m'en reste plus pour très longtemps, vous êtes des adultes, vous allez attendre 5 minutes et puis vous mangerez en sortant. Vous pouvez potentiellement être en train de vous dire bon bah c'est bon, j'ai 2,50 €, je vais pouvoir me trapper un croissant, ou avec un peu de chance, il y aura encore des petits fours, toute une réflexion cognitive de vous organiser pour répondre à ce besoin qui est la faim. Ou alors vous êtes un diabétique qui a fait son injection d'insuline et qui n'a pas mangé, donc vous savez que le fait d'avoir faim c'est potentiellement un signe de faire une hypoglycémie, donc en fait non, il faut que vous mangiez tout de suite. Vous êtes capable de hiérarchiser votre comportement qui va être dirigé vers un but. Et ça, souvent, c'est difficile pour les patients, surtout quand il y a de l'imprévu. Donc finalement, on va essayer de travailler en rééducation sur la mise en place de routines pour les choses les plus simples, mais dès qu'il y a un imprévu, ça devient très compliqué. Ces patients peuvent aussi avoir un trouble du comportement, notamment un manque d'initiative, et c'est le gros problème de Josiane, c'est qu'elle fait rien parce qu'elle a une vague idée de tout ce qu'elle doit faire, mais elle ne commence pas. Les troubles moteurs sont pas les plus fréquents chez les patients que je suis, parce qu'on est très orienté neuropsycho, mais on a quand même quelques syndromes extrapyramidales qui, globalement, dans mon expérience en tout cas, s'aggravent et répondent pas très bien à la L-Dopa. Donc ça peut s'aggraver. Puis il y a les myoclonies où là, il y a de plus en plus de médicaments qui marchent. Dans une étude rétrospective sur des patients qui nous avaient été adressés, donc des patients qui a priori au moins se plaignent de quelque chose, il y avait surtout des troubles de l'attention soutenue et de la mémoire de travail, quasiment chez tout le monde. La mémoire de travail, c'est ce qui vous permet de répondre à votre SMS tout en écoutant ma présentation, tout en vous demandant ce que vous allez manger ce soir, quoi. Ça vous permet de faire quand même vachement de choses à la fois. Et donc, c'est vite gênant quand on a des troubles. La participation, les restrictions de participation, ce que je vous disais tout à l'heure sur le paraplégique qui ne peut pas aller voter s'il y a des marges d'accès pour le bureau de vote. Chez nos patients, alors en particulier chez les patients après arrêt cardiaque, moi je me suis intéressée à la prise des médicaments parce que finalement, les patients qu'on connaissait le mieux en rééducation, c'est les traumatisés crâniens. Le traumatisé crânien de 25 ans, s'il a des médicaments, c'est moi qui lui ai mis pour le calmer. Donc, il a plein de raisons de ne pas les prendre, si vous voulez. Mais par contre, le Josiane, qui a même pas 50 ans, qui a fait un arrêt cardiaque et qui a une hypothyroïdie sévère, il faut qu'elle les prenne, ces médicaments. Donc, il y a un vrai risque, une vraie problématique du fait qu'ils ne prennent pas leurs médicaments, qu'ils ont du mal à se déplacer à l'extérieur, la gestion administrative des papiers. Bien sûr, la reprise professionnelle, c'est des gens assez jeunes. Le problème du comportement, l'anxiété, la dépression, la qualité de vie, ça on commence à l'évaluer de mieux en mieux. Et ce qui manque beaucoup dans nos études, c'est l'évaluation de la fatigue chez ces patients souvent cardiaques et qui peut en fait avoir un fort retentissement sur le handicap au quotidien, parce que si vous êtes fatigué, eh bien, vous allez faire moins de choses, même si vous êtes capable de les faire. Mais à la fin de tout ça, votre handicap, c'est que vous faites moins de choses.
que ce soit vous privilégiez votre boulot, du coup vous rentrez chez vous, vous allez vous coucher, plus de vie sociale, plus de vie familiale, soit vous privilégiez votre vie perso, mais du coup vous gagnez plus un rond. Enfin après c'est le choix de chacun et on n'a pas toujours le choix. Mais la fatigue est vraiment un paramètre important. Il faut chercher l'origine cardiaque, particulièrement chez ces patients. Alors un petit mot, on a une étude en cours qui inclut des patients en réanimation qui sont réveillés après un arrêt cardiaque et qu'on suit jusqu'à 18 mois. Les critères d'inclusion, c'est d'avoir un Glasgow supérieur à 12, donc il n'y a que des patients conscients. Ça m'a beaucoup intéressé de faire cette étude parce que j'avais toujours les collègues de réanimation, collègues et amis de réanimation qui me disaient mais non, mais ils vont bien, arrête de chercher le truc qui va pas, quoi, ça va, on les a, c'est bon, c'est bon. Et puis moi, je voyais que des catas, évidemment, mais en même temps, c'est mon boulot en éducation. Et donc finalement, sur les 44 premiers patients, on en a quand même 30% qui sont vraiment, et c'est moi qui les cherche, donc j'en suis sûre, qui sont vraiment des gens qui ont récupéré leur état antérieur. En général, ils ont repris le travail très vite. Il y en a quand même 26%, donc vous voyez qu'on arrive au-delà de la moitié, qui ont des plaintes, mais qui ont une autonomie à la fois sur les activités simples, mais aussi élaborées, donc une reprise du travail comme avant, au même rythme qu'avant. Éventuellement, ils sont fatigués, ou alors ils sont un peu plus anxieux, ils disent non, mais des fois j'oublie, il y a des trucs que j'oubliais pas, que maintenant j'oublie, mais ça va, je gère. Et puis, 35% qui sont à 6, donc c'est essentiellement, c'est des gens qui n'ont pas repris leur travail au même rythme. Et j'ai pas le droit de faire d'analyse intermédiaire, et puis j'ai pas pu tout évaluer, mais à mon avis, la part de la fatigue dans cette catégorie-là est probablement très importante. C'est pas que de la neurologie, c'est aussi de la fatigue. Et puis quand même, très peu sur cette population, encore une fois sélectionnée, qui vont bien, de gens qui gardent un grave handicap. Donc les patients, en l'occurrence, qui sont à 4-5, c'est des patients qui non seulement travaillent pas, mais ont besoin d'aide même pour le quotidien à la maison. Mais des choses très simples. Donc voilà, pour mieux se rendre compte sur le tout début de la cohorte. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas du tout parler de la rééducation qui est hors sujet et j'ai plus le temps. C'était au cas où je n'avais rien à vous dire, mais c'est vrai. Bah oui. Donc, quel est le message ? D'abord, évitons, en tant que médecin, de projeter ce qu'on pense être acceptable ou non acceptable de handicap. En dehors du trouble de conscience, où là, je crois que c'est plus simple. Encore une fois, c'est la situation caricaturale. Mais c'est ce qu'a déjà dit Charles-Édouard, c'est ce qu'a dit M. Quentin. Moi, je pense que c'est vraiment important. Chacun a sa vision. C'est extrêmement personnel, la vie du handicap. La vision du handicap. Et en plus, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On peut parler de déficience, c'est ça qu'on a appris à la fac. Les séquelles, elles sont cognitives et motrices. Je pense qu'il ne faut pas oublier les éléments du syndrome de post-réa, quand même, et du syndrome du ressuscité. C'est là où, pour nous, ils se différencient du trauma crânien. C'est qu'ils sont ressuscités, on n'arrête pas de leur dire oh, « T'étais mort quand même, oh la vache !» Donc ça change un petit peu la donne quand on leur dit « Mais vous êtes content d'être là ?» Bah ouais, j'étais mort, je suis pas mort, donc je suis contente. Alors que quand c'est un trauma crânien, un accident de la route où il y a un tiers responsable, le discours est un peu différent. Et puis surtout, envoyez-les nous. Les graves, vous nous les envoyez toujours. Probablement que les autres, on peut les aider aussi, parce que finalement, quand nous, on donne des conseils pour apprendre à gérer sa fatigue, pour apprendre à connaître ses troubles, pour essayer de les pallier avec des moyens simples. En gros, pour passer d'un 6 à 7, finalement. De garder des plaintes, parce qu'on ne va pas forcément régler tout le problème, mais de mieux comprendre des difficultés cognitives un petit peu particulières. Ça peut vraiment améliorer le handicap, pour le coup. Voilà, je vous remercie.